dans 20 ou 30 ans, pour avoir un boulot, on n'aura pas le choix de devenir un cyborg. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Dr Futuro qui a écrit un livre en 2019 sur le futur et sur l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, merci Ben Beka de m'inviter sur ta chaîne YouTube. Je m'appelle Dr Futuro, j'ai une chaîne YouTube sur l'actualité technoscientifique et j'ai écrit un livre en 2019 du coup sur l'intelligence artificielle et la créativité artificielle. Un livre que j'ai écrit avec de la musique qui l'accompagne, de la musique qui a été en partie générée par de l'intelligence artificielle. C'est intéressant ça. Je voulais vraiment faire une interview avec toi parce que dernièrement, il y a vraiment une intelligence artificielle qui fait le buzz, c'est OpenAI, le chat GPT, plus particulièrement, même si c'est vrai qu'ils font d'autres choses aussi. Et c'est vrai que je vois pas mal de développeurs qui s'inquiètent et qui se disent, est-ce que je vais garder mon métier? Donc c'est vrai qu'on parlera d'autres choses encore une fois, mais j'aimerais déjà qu'on puisse éventuellement répondre à cette question. Alors j'aimerais ton avis, je vais juste te dire le mien rapidement. Moi je pense que plutôt les développeurs vont s'aider de l'intelligence artificielle dans un premier temps, ces prochaines années. Et après, c'est vrai que je suis pas assez connaisseur pour en savoir plus. Je pense que tu pourras plus nous éclairer à ce niveau-là. Ouais. Je pense déjà que le métier de développeur, il va muter. ChatGPT, en fait, a des compétences assez polyvalentes. Et du coup, il n'y a pas que le métier de développeur qui est touché. Il y a le métier aussi de copywriter pour écrire des blogs, pour écrire des articles, qui va être également touché parce que là, la valeur humaine, en tout cas le travail de la valeur humaine va baisser. Et donc le métier de développeur, ça va un peu suivre le même principe. Ça veut dire qu'il faudra avoir des compétences de plus en plus spécialisées et de plus en plus, il va falloir pas juste être simplement développeur, ça veut dire qu'il faudra avoir des compétences plus généralisées et du coup être beaucoup plus polyvalent et versatile en tant que développeur. Et donc du coup, les petits développeurs qui sont juste simples développeurs, par exemple web designer, développeurs web et tout ça, et ça va être, je pense, un peu plus compliqué pour eux. Et donc du coup, il faudra avoir des compétences quand même beaucoup plus poussées. Je pense en effet, c'est ça. Et puis on a aussi alors on va vite fait y passer, mais on a aussi un problème dans le monde du développement, c'est-à-dire qu'on s'arrache les développeurs seniors et que les juniors sont totalement mis de côté. Donc c'est vrai que ça va, à mon avis, augmenter le fossé entre les seniors et les juniors. Et que clairement, si vous voulez devenir développeur maintenant, moi je vous encourage vraiment à commencer à vous servir de l'intelligence artificielle. Moi je vois, et on va faire des démonstrations après, c'est vrai que OpenAI, c'est quand même assez balèze, quoi. Et même au niveau des smart contracts. Moi je me suis dit, si ça arrive à faire des smart contracts, c'est totalement fou. Et effectivement, si vous mettez un sujet, un énoncé suffisamment clair, parce qu'il y a aussi ça qui est très important, hein. Je pense que tu es d'accord. Parce que si on dit à l'intelligence artificielle de faire quelque chose en lui donnant une matière pas assez élaborée, elle n'arrivera pas à te générer quelque chose de conséquent. Il faut avoir un prompt justement assez précis. Il faut quand même savoir de quoi on parle quand tu vas l'écrire à l'intelligence artificielle. Ça, c'est une certitude. Donc déjà, il faut avoir des connaissances, un minimum dans le domaine pour pouvoir demander à l'IA de générer quelque chose d'intéressant. Tiens, écoute, est-ce que tu peux nous dire où on en sera au niveau de l'intelligence artificielle en 2040 ou même 2050? Déjà, je pense que dans la décennie, vu que là, on est en train de suivre quand même une courbe assez exponentielle dans le monde de l'intelligence artificielle, dans la décennie, on risque, enfin, ça dépend comment on le voit bien sûr, mais on risque d'atteindre l'intelligence artificielle de niveau humain. Et donc là, ça sera vraiment dans tous les domaines, bien plus que juste les domaines, on va dire, développement ou l'écriture de livres, ce genre de choses. Là, ça va vraiment être dans plein de domaines, même dans le domaine de la recherche fondamentale. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont muter aussi dans ces domaines-là. On pourrait imaginer que dans la décennie où du coup on atteint ce niveau-là, et c'est pas du tout fou d'imaginer avoir des assistants IA qui nous aident en fait dans la vie quotidienne, vraiment pour n'importe quel type de tâche, et qu'on soit un petit peu assisté pour tout et n'importe quoi, avec un assistant, son propre assistant personnel. Du coup, comme le dit Yann Lequin, qui est directeur de recherche à Meta, il explique que même les humains eux-mêmes n'ont pas une intelligence tellement générale que ça, et qu'en réalité, il est possible d'avoir une intelligence encore plus générale avec une intelligence artificielle dans les prochaines années. Et donc en 2040, en 2050, c'est quand même difficile de se l'imaginer. Pour l'instant, c'est quand même dans une timeline assez éloignée. Mais on pourrait imaginer en 2040, 2050, le métier de développeur ou le métier de chercheur, par exemple, même dans le domaine, pas la biologie ou ce genre de choses, soit complètement assisté de A à Z par l'IA et que les humains ne soient pas remplacés. J'imagine pas les humains remplacés, mais j'imagine que les humains vont travailler en collaboration avec les IA
pour démultiplier la productivité. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et qu'en fait, les humains, ils vont devenir des sortes de managers de l'IA. Par exemple, un chercheur en biologie, ou un développeur, ou un informaticien, ou un chercheur en informatique, eh ben, il va avoir son assistant IA qui va l'aider dans ses recherches. Il va devenir un sorte de manager de l'IA. Et c'est comme ça, en fait, que je vois le futur. Très bien. Écoute, il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, mais moi, ça me fait peur. C'est vrai que j'ai posté sur Twitter et aussi sur YouTube avec ma dernière vidéo et j'ai eu des commentaires. L'IA me fait peur. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Alors, je pense que, en tout cas, dans l'immédiat, sur le court terme et le moyen terme, je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Parce que pour l'instant, l'IA n'est pas encore, comme je l'ai dit avant, de niveau humain. Mais peut-être que quand elle commencera à avoir une intelligence qui se rapproche du niveau humain, peut-être dans les 10 ans, 15 ans qui viennent, là, il y aura quand même des dimensions éthiques et sociétales qui seront quand même beaucoup plus impactantes encore. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra commencer à réfléchir et à se poser la question, est-ce que l'humain ne deviendra pas obsolète? Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Et que de toute façon, même si l'IA arrive à atteindre le niveau humain, je pense que de toute manière, l'humain sera toujours derrière l'IA. Et comme je l'ai dit avant, je pense que le futur, c'est que les métiers vont évoluer vers un sorte de management de l'IA. Donc on va évoluer vers... voilà, on va avoir un assistant IA qui va être composé de différents modules différents. Par exemple, un module qui analyse les images, un module qui, voilà, comme ChatGPT, qui est très versatile, qui peut faire plein de choses, écrire des articles, écrire des emails, écrire du code, et des modules, par exemple, qui génèrent de l'art aussi, tout combiné, et ça permettrait en fait de créer un assistant IA ultra polyvalent. Et je pense qu'on va évoluer vers ça et que l'humain en fait sera toujours derrière. Et je pense pas qu'il faut tout de suite avoir peur en fait de ce genre de technologie. Il faut plutôt le voir comme quelque chose qui va permettre à la civilisation humaine en fait d'aller encore plus loin. Ça va amener un changement, comme beaucoup d'avancées technologiques. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais il y a plein de métiers qui vont disparaître. Mais finalement, il y a aussi plein de métiers qui vont se créer. Ouais, exactement. En fait, comme à chaque révolution, comme la révolution industrielle, il y a eu effectivement des métiers qui ont été effacés par l'évolution technologique. En contrepartie, des nouveaux métiers sont apparus. Par exemple, sans l'arrivée de l'ère digitale avec l'informatique, le métier de développeur n'existerait pas non plus. Ça a permis d'automatiser certaines choses, mais ça a créé des nouveaux métiers. Et j'imagine qu'avec l'intelligence artificielle, certains métiers vont certes disparaître ou alors changer complètement, mais il y aura aussi des nouveaux métiers que pour l'instant on a encore du mal à s'imaginer, mais qui vont apparaître. Effectivement, on pourrait répondre du coup aux développeurs qui s'inquiètent que vous, votre métier, ça vient aussi d'un remplacement, Oui, quelque part. quelque part, ça vient d'une période de remplacement. Je veux dire, avec, par exemple, quand les ordinateurs, enfin l'ère des ordinateurs, l'ère de l'ordinateur personnel est arrivée, ça a détruit les métiers, par exemple, de typographes. Les typographes, c'était des gens qui écrivaient sur des machines spécifiques, les articles, ce genre d'éléments. Et ben, ce métier, depuis que l'informatique est apparue, ben, il a disparu. Écoute, j'ai vu un article dernièrement où Elon Musk, il disait que dans 6 mois, il ferait ses premiers essais, je crois, pour Neuralink. Est-ce que tu as vu ça passer et qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, bah, je suis l'actualité de Neuralink depuis plusieurs années, depuis le début en fait, parce que c'est un projet qui me fascine. Je pense que c'est un projet qui fait un peu peur à la plupart des gens, parce qu'effectivement, bah là, on va toucher quand même au cerveau. Le cerveau, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et d'assez sacré pour nous. Et donc là, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Mais Elon Musk, lui, son objectif en créant Neuralink, c'est qu'on puisse, en tant qu'humain, rester compétitif face justement à l'intelligence artificielle. Parce que si maintenant, imaginons, on arrive à créer des IA qui surpassent le niveau humain, et qu'elle explique par exemple des concepts, elle a découvert en fait des choses dans l'univers, je sais pas, elle a fait des recherches et qu'elle essaie d'expliquer par exemple la création de l'univers et qu'elle nous l'explique avec notre niveau d'intelligence, ben on aura du mal à le comprendre avec notre niveau actuel d'intelligence. C'est comme si nous, en tant qu'être humain, on essayait d'expliquer le concept de la Terre qui tourne autour du Soleil à une fourmi. Si maintenant on devait avoir une conversation avec une IA qui a 10 000 de QI. Donc le seul moyen que Elon Musk y voit là-dedans, pour qu'on ne soit pas surpassé et qu'on reste toujours compétitif face à l'IA, mais aussi compétitif du coup sur le marché du travail, eh ben, c'est que on fusionne avec l'IA. Et donc le projet de Neuralink, c'est de créer un implant
cérébrale qui nous permet de doter notre cerveau de puissance informatique et du coup de rester compétitif et de rester dans la course face aux IA. Et voilà, donc c'est un truc qui peut faire peur, mais en fait, en soi, si on laisse l'IA trop faire, eh ben, les conséquences sur la civilisation seront bien plus dangereuses que si on n'essaie pas nous-mêmes de fusionner avec l'IA. Donc je pense que c'est en quelque sorte une nécessité, parce que malgré tout, l'IA, c'est un outil formidable qui peut aussi créer des problèmes. Je veux dire, les opportunités pour la civilisation humaine sont énormes, mais les risques sont présents aussi. Et donc pour minimiser au maximum les risques, ben, notre seul moyen en fait de les minimiser, c'est de fusionner nous-mêmes en fait avec les machines. Écoute, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Je pense que je vais dire quelque chose qui risque de faire un peu parler, mais c'est pas grave. C'est mon avis, c'est pas quelque chose que je souhaite. Je ne suis pas pour ni contre, mais pour moi, par exemple, pour le métier de développeur, je pense que les développeurs qui, dans 20 ans, ou même peut-être des personnes X ou Y, pas forcément des développeurs ou développeuses hein, d'ailleurs, qui n'auront pas ce genre d'outils, je parle d'outils comme Neuralink, pourront être éventuellement tellement dépassés par les devs qui auront choisi de faire ce type d'implant qu'ils seront malheureusement complètement mis à la marge. Est-ce que selon toi, moi je m'en inquiète un peu. Je m'en inquiète et à la fois, c'est pas que je m'en inquiète, mais bon, j'attends que les choses se fassent et je suis pas trop pessimiste pour le monde. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça risque d'arriver, ce genre de choses? Ah oui, oui, c'est sûr à 3000% que ça va arriver parce que forcément, les gens qui n'auront pas d'implant Neuralink dans le futur, parce que forcément, ben, ils auront des capacités cognitives augmentées. Le souci, c'est que ceux qui n'auront pas ça, eh ben, ils seront moins compétitifs sur le marché du travail. Donc, imaginons le développeur du futur qui voudra coder avec son implant Neuralink, je sais pas, par la pensée ou que sais-je. Pour l'instant, on n'a pas encore d'idée exacte de comment ça va être parce que c'est quand même quelque chose qui est difficile à imaginer tant qu'on le vit pas au moment présent. Mais du coup, oui, les gens qui n'auront pas d'implant seront mis de côté, littéralement. Et les gens qui auront des implants, ben, on aura plus tendance à dire, ben, tiens, celui-là, ben, il a un implant Neuralink, ben, du coup, il aura quand même plus de capacité pour coder peut-être les codes du futur, je sais pas, peut-être qu'il y aura des nouveaux langages de programmation dans le futur qu'on n'imagine même pas avec ce genre de technologie. Et du coup, ben, c'est clair que les gens qui auront des implants, ils seront quand même mieux lotis, quoi. Peut-être que les gens actuellement, ils ont peur des implants Neuralink, mais naturellement, les gens en fait vont automatiquement y aller, se faire la chirurgie pour se mettre un implant Neuralink, ou d'autres concurrents, parce qu'il n'y a pas que Neuralink qui travaille là-dessus. Hein. Il y a aussi, par exemple, Kernel, qui est un concurrent direct de Neuralink, qui travaille aussi sur ce même genre d'interface neuronale. Mais eux, plutôt du coup, des interfaces neuronales non invasives. Mais tôt ou tard, en fait, il ne faut pas se leurrer, il faudra passer par du invasif pour avoir des possibilités beaucoup plus grandes. Les gens n'auront pas le choix, en fait, de se mettre des implants de ce type, parce que pour rester compétitif sur le marché du travail, eh ben en fait, on n'aura pas le choix d'avoir des implants, parce que les gens qui n'auront pas ces implants, eh ben ils pourront pas en fait avoir de travail, tout simplement. Donc ça va pousser en fait les gens à devenir des cyborgs. Voilà, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, peut-être dans 20 ou 30 ans, eh ben pour avoir un boulot, eh ben on n'aura pas le choix de devenir un cyborg. Mais en tout cas, les buts sur le court terme et le moyen terme, c'est d'abord de traiter les gens qui ont des handicaps ou des gens qui ont des maladies psychiatriques ou psychologiques comme la dépression, Parkinson, les insomnies. Tout ça, en fait, c'est des choses qui vont être traitées par des implants Neuralink. Merci beaucoup à toi, Docteur Futuro. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, comment ça va se présenter à l'avenir, prendre vos prédispositions pour vous adapter, let's go s'adapter à la chaîne de Docteur Futuro. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Allez, ciao.